Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, vous n'hésitez pas, vous appelez, vous intervenez, vous participez. Pour qui allez-vous voter dimanche? Si il n'y a pas de majorité qui se dégage dimanche, que devra faire le président de la République? Vous avez votre avis sur la question, vous le donnez, vous êtes sur Sud Radio. 0826 300 300. J'ai en ligne Alexis Corbière, qui est dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui est arrivé en tête avec un peu plus de... Quel est Alexis Corbière, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Quel est votre score, Alexis, pour Corbière au premier tour? Rappelez-nous. 40,2%. Voilà, et je crois que la candidate insoumise, je dis Canal historique, 36-39. C'est bien cela, hein, je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Bon. Ouais, vous savez, canal historique pour un homme comme moi qui a milité 28 ans avec Jean-Luc Mélenchon, qui était un des fondateurs de la France Insoumise, l'inventeur même du logo de la France Insoumise, ça me fait un peu de mal que je sois pas considéré comme historique, mais vous avez raison d'un certain point de vue, c'est que moi je suis soutenu par toutes les forces qui constituent le Front Populaire, Fabien Roussel, Olivier Faure, les écologistes encore réaffirment leur soutien, et une candidate soutenue par uniquement, on va dire Jean-Luc Mélenchon, contre moi pour des raisons... il y a eu une purge au sein de la France Insoumise. Bon, voilà, je pense que les électeurs doivent trancher quel type de député Front Populaire ils veulent envoyer à l'Assemblée nationale. C'est vrai que vous êtes l'un des fondateurs de la France Insoumise. L'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon est en train de se terminer. Moi, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, sans faire de langue de bois, on est à 2 jours d'un vote où d'abord l'adversaire pour un homme comme moi, c'est l'extrême droite. Je souhaite, parce que moi j'aime la France républicaine, et je ne veux pas que l'extrême droite dirige ce pays, parce qu'elle n'est pas sociale, je l'ai vu, elle mènera une politique en direction des plus privilégiés, elle va fracturer le pays sur des questions qui peuvent être difficilement après réconciliables, sur la question de quelle religion vous avez, de quelle origine vous venez, elle va continuer à mépriser les plus modestes, comme elle le fait. Moi je l'ai vu à l'Assemblée quand j'ai proposé l'augmentation du SMIC dans un projet de loi, ils sont contre, etc. C'est mon objectif. Et j'ai pas envie de consacrer du temps à cette ambiance parfois anti-Mélenchon. On a bien compris que dans la situation dans laquelle je suis, je pense qu'il y a un travail de construction, reconstruction d'une gauche écologique qui donne envie de voter pour elle. Je pense que pour qu'elle puisse donner envie de voter pour elle, elle doit être, si ce n'est irréprochable, du moins tendre vers des comportements éthiques, notamment de démocratie au sein des formations politiques. J'ai fait la mère expérience il y a 15 jours que c'est compliqué, mais bon, on va continuer le débat. Je sais qu'il y a beaucoup d'insoumis au sein de ce mouvement qui n'ont pas apprécié le sort qui m'a été fait à Raquel Garrido, à Daniel Simonet, à Hendrik Davy et d'autres, qui veulent le meilleur de l'insoumission avec un fonctionnement plus démocratique et des pratiques plus unitaires. Si je suis élu, si François Ruffin est élu, si avec Clémentine Autain, on travaillera à ce que ce pôle, ce mouvement continue d'exister, soit rayonnant pour aider... Donc vous ne siégerez pas, Alexis Corbière, vous ne siégerez pas à la France Insoumise si vous êtes réélu. Mais j'ai envie de retourner la question. Quand on me traite comme on me traite, je crois que certaines personnes ne souhaitent pas, nous ont exclus. C'est plutôt ça la discussion. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je souhaite qu'il y ait un grand groupe Front Populaire, un grand groupe dans lequel il pourrait y avoir très bien des insoumis avec des socialistes, communistes, écologistes. Donc, moi, je suis pour l'unité. Former un grand groupe de gauche hors LFiste Mélenchon. Non, que les choses soient claires. Moi, je perds pas le cap malgré ce qui m'est arrivé. Je suis pour l'unité avec la France Insoumise. La France Insoumise est un grand mouvement, c'est une composante du nouveau Front Populaire. Et folie que d'essayer de dire on va se rassembler sans ce qui est une composante. Donc vous n'écartez pas Jean-Luc Mélenchon d'un tel rassemblement? Mais il faut pas l'écarter, il faut pas écarter la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22%. Jean-Luc Mélenchon, il a été durant 3 présidentielles un personnage extraordinaire qui a fait des voix très importantes et qui était utile à la gauche. Donc moi, vous savez, je suis pas un sectaire. Je pense qu'il faut qu'on se rassemble tous. Et la France Insoumise, son programme, ses militantes et militants, qui sont des gens extraordinaires, son intelligence collective doivent être utiles à quelque chose de commun. Par contre, la centralité de tout ça, on va voir. Ça peut pas être quelqu'un qui dit c'est derrière moi, point final. Donc il va falloir qu'on discute et qu'on fonctionne de manière plus démocratique. Voilà où on en est. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon aurait pu garder une centralité dans tout ça, pour des raisons qu'on vient d'écrire et que je développerai pas à ce stade. C'est pas tout à fait comme ça, mais c'est évident
que dans la gauche et au sein du nouveau Front populaire, la France insoumise est une composante majeure, qu'il faut travailler avec elle. Voilà, et voilà où j'en suis. Unité avec tout le monde. Et je souhaite la victoire d'un maximum d'ailleurs de députés insoumis, comme d'un maximum d'autres députés du nouveau Front populaire. Bien, Jean-Luc Mélenchon qui a dit hier soir qu'en cas d'absence de majorité, le président de la République devrait s'en aller. Vous êtes d'accord ? Alors pardon, mais je l'ai écouté, il n'a pas exactement dit des choses comme ça. Presque ça. Ouais, mais alors attendez, pas presque ça. Vous voulez que je vous retrouve ce qu'il a dit ? Je vous en prie. Allez-y. Je vais retrouver, allez-y. Bon, non, ce qui me semble qu'il a dit, c'est que le président de la République a mis lui-même le pays dans une situation de blocage. Il a dit ce que je partage, que par ailleurs... J'appellerai Emmanuel Macron à s'en aller en cas de majorité introuvable. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que c'est oui, mais après, à la question, est-ce que votre collègue Gilles Boulot sur TF1 qui l'a corrigé, il a dit que lui, en tant que tel, il ne souhaitait pas, en particulier son départ, mais il décrivait une situation de blocage dans lequel le président de la République a mis le pays, de blocage potentiel. On va voir, d'ailleurs, si ça se trouve, il y a une majorité de nouveau Front populaire dimanche, où rien n'est fini. Mais il est évident que le président de la République, étant un élément de blocage, il peut aussi, par sa démission éventuellement, amener à ce que ça se rebrasse électoralement. Bon, moi, connaissant le bonhomme Emmanuel Macron et son rapport, je veux dire, à lui-même, on n'imagine pas qu'il va démissionner. Mais il y a une situation où c'est peut-être aux électeurs à nouveau d'essayer de chercher une majorité si elle n'a pas lieu dimanche. Mais à ce stade, ce que je veux répéter, parce que moi, je ne veux pas, j'aime bien répondre aux journalistes, mais faire des commentaires sur les sondages, dimanche, on ne sait pas ce qui va avoir lieu. Il y a eu 16 millions de gens qui se sont abstenus encore dimanche dernier. S'ils viennent voter, s'ils choisissent le nouveau Front populaire, on peut avoir un gouvernement de gauche qui est pour l'augmentation du SMIC, qui est pour la défense des services publics, en particulier l'école et l'hôpital, un gouvernement écologiste, un gouvernement qui change les institutions. Ça reste possible. Je crois qu'il y a eu une soixantaine de députés NFP qui ont été élus dès le premier tour. Il y a encore 230 circonscriptions où il y a des candidats qui sont présents au second tour. Donc une majorité nouveau Front populaire, c'est possible et on va regarder ça. Et moi j'invite à voter largement pour ces candidats parce qu'ils portent un beau programme pour la jeunesse, pour les travailleurs, pour le pays. Bon, soixantaine, vous exagérez, il y en a 32, mais bon. Non, c'est pas... oui, alors pardon, 75 en tout élus députés et 31, vous avez raison de me corriger, 31 députés Nouveau Front populaire. C'est pas mal, 31 au premier tour. Il y en avait 5 de la NUPES la dernière fois élus au premier tour. Bon, merci, je vous laisse parce que, dites-moi, cette campagne est dure. Avec votre adversaire, parce que c'est extraordinaire, parce que la campagne est dure alors que vous êtes voisins politiquement, si je puis dire. Monsieur Bourdin, c'est un grand classique que les duels fratricides sont terribles. Et je vois mes affiches recouvertes de mots insupportables, parfois traités de racistes ou... J'ai vu des affiches où on me marque soutenu par les médias sionistes, etc. C'est insupportable. Et je lance vraiment un appel à ce que ces duels fratricides... Mais qui peut écrire sur votre affiche soutenu par les médias sionistes ? Je pose la question, mais c'est terrible. Et ce climat est épouvantable et ridicule. Et plus que ridicule, préoccupant. Parce que c'est pas parce qu'il y a un duel entre deux candidats qu'on doit flétrir, insulter et utiliser des mots qui sont insupportables. Voilà, je veux dire, quand je vous réponds, Monsieur Bourdin, je ne réponds pas, je crois, médiationniste. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un médiationniste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ça est malsain. On voit très bien ce que ça veut dire, le sous-entendu, c'est abject. Donc la gauche, elle doit se rassembler quand l'extrême droite est si haute. Il faut surtout pas s'insulter au sein de la gauche et se traiter de mots absurdes, blessants, et qui en plus, pour la suite, créeront des frontières, alors qu'il faut se rassembler. Unité pour le pays, unité contre l'extrême droite. Voilà. Merci beaucoup Alexis Corbière. Il est 9h14. Tout à l'heure, j'appellerai Nadine Morano, dans quelques minutes. Mais je voudrais, Maxime Trouleau, avant de prendre des auditeurs, 0826 300 300, je voudrais que vous me parliez de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, parce que c'est une victoire écrasante, il faut le dire, des travaillistes. Alors, des travaillistes qui sont des travaillistes modérés, parce que le nouveau Premier ministre, le futur Premier ministre, a chassé, si j'ai bien compris, de sa coalition tous ceux qui sont à l'extrême gauche. Il a été largement vainqueur. Oui, Keir Starmer a quand même fait sa campagne, Jean-Jacques, sur le contrôle des frontières et la préférence nationale. Ça veut dire ce que ça veut dire, évidemment. Donc les travaillistes qui ont largement gagné les élections là-bas au Royaume-Uni, 410 sièges sur la Chambre des communes qui en comptabilise 650. Les conservateurs, eux, sont relégués au second plan. Plus que 131 sièges, avec donc Keir Starmer qui pourrait devenir le prochain Premier ministre
en Grande-Bretagne. Bien, si vous voulez en parler, pourquoi pas, vous n'hésitez pas. Allez, je suis avec Nadine Morano juste après la pub, et puis avec vous, 0826 300 300. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h18. Nous sommes avec Nadine Morano et je l'en remercie. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Bonjour, députée européenne, on le sait, dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, il y a face à face 2 candidats au second tour. Il y a Dominique Potier qui a obtenu 43-47 au premier tour, divers gauche, je dirais union de la gauche, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, et Louis-Joseph Péché qui est un candidat ciotiste au départ, puis qui a été désavoué. D'après ce que j'ai cru savoir, c'est bien cela, Nadine Morano ? Écoute, dans cette circonscription dans laquelle je vote, on avait au premier tour un candidat qui est un jeune capitaine de police, qui est du territoire, ancré dans ce territoire, qui est né là, qui a grandi là, dont les parents travaillent là, dont la grand-mère habite dans un village de cette circonscription. Oui. Donc vraiment quelqu'un d'implanté. Et puis, on a eu aussi un candidat, comme vous l'avez rappelé, investi par Ciotti Bardella, qui s'est vu retirer son investiture avant le premier tour pour avoir tenu des propos antisémites, homophobes et orduriers. Donc les électeurs ont été évidemment trompés parce que ce candidat a continué à mettre sur sa profession de foi la photo d'Éric Ciotti et de M. Bardella. Et donc on s'est retrouvé au deuxième tour, avec un duel d'un candidat qui est un usurpateur d'investiture, qui a trompé les électeurs et qui tient des propos antisémites, homophobes et orduriers. Donc, moi, face à cela, si vous voulez, je suis une responsable politique. Ce monsieur n'a pas d'étiquette politique, visiblement, et je suis face à un député sortant du Parti socialiste qui a refusé le nouveau Front populaire, qui a refusé toute alliance avec LFI, qui a dénoncé à l'Assemblée nationale le groupe NUPES, qui a reconnu à l'Assemblée nationale, dans une question d'actualité au gouvernement d'ailleurs, qui a condamné le Hamas et qui a qualifié de Hamas de groupe terroriste. Donc, si vous voulez, à un moment, il y a des étiquettes politiques ou pas, mais il y a surtout des personnes qui doivent représenter une circonscription à l'Assemblée nationale, et de la bordélisation, il y en a assez. Si c'est pour avoir une personne de plus qui est dangereux au regard de ses valeurs, moi je ne peux pas me taire, je ne peux pas voter blanc. S'il y avait eu face à lui un candidat LFI, j'aurais voté blanc. Mais là, face à une personne qui est quelqu'un du Parti socialiste, qui est républicain, courtois, dont je combats les idées, évidemment, puisque je n'ai pas le même projet politique que lui, je considère que c'est un adversaire politique, mais face à un adversaire politique, je préfère voter contre un adversaire de la France. Parce que pour moi, un antisémite, c'est un anti-république. Bien, donc vous voterez pour Dominique Potier. Bien. Nadine Morano, est-ce que vous pourriez... Parce que j'ai entendu Jordan Bardella dire et répéter que des élus LR pourraient le rejoindre après le second tour. Est-ce que vous pourriez rejoindre le Rassemblement national pour gouverner après le second tour ? Mais vous savez, ce qui est fou dans cette élection, ce qui est fou aussi par rapport à l'attitude du président de la République, qui a dissous l'Assemblée nationale par une blessure narcissique, sur un coup de tête, sans réflexion de ce qu'il allait faire un mois avant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire donner une image au monde d'un pays totalement déstabilisé, d'un pays qui ne sait pas où il va. Là, on nous parle, en général, sur tous les plateaux télé, de circonscriptions, d'étiquettes politiques, tant de circonscriptions. Mais au fond, la seule question que nous posent les gens, c'est pourquoi faire ? Qu'allez-vous faire pour nous ? Et moi, j'entends pas, et je n'ai pas vu d'ailleurs de la part d'Éric Ciotti et de M. Bardella, des propositions communes
Monsieur Ciotti nous a parachuté dans notre circonscription un candidat qui venait du Maine-et-Loire, dont il s'est retrouvé dans l'obligation d'enlever l'investiture pour propos antisémites. Alors, moi, je vais vous dire, je ferai tout pour aider mon pays. Ce que je ne veux pas, c'est d'un gouvernement dirigé par un premier ministre de gauche ou d'extrême gauche, dont on voit qu'avec Emmanuel Macron et François Hollande, depuis 12 ans, Hollande, Macron, on a pris le toboggan du déclin, du déclassement, de la dette exponentielle, d'un déficit record, d'une insécurité record. Il y a 120 attaques au couteau par jour dans notre pays, 44 000 par an. Il y a une immigration débridée. Il y a des filles qui portent le voile intégral dans notre pays en toute impunité. Il y a un islamisme radical qui se développe dans beaucoup d'endroits et dans les petites villes d'ailleurs. On en voit dans les petites villes. On en voit à Nancy des filles qui marchent sur la place Stanislas avec des voiles noirs islamiques. Tout ça, c'est plus possible. Alors je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, la priorité de ce qu'il faut faire, c'est de prendre ces 3 années qui vont venir. Parce que je vais vous dire, là, le quinquennat d'Emmanuel Macron, il est foutu, hein. C'est fichu. Voilà un président qui ne servira à rien pendant les 3 années qui vont venir. On ne sait même pas comment va ressortir l'Assemblée nationale. Entre la bordélisation qu'on a eue pendant ces 2 premières années, quand je vois ceux qui viennent d'être réélus au premier tour, des LFI qui ont été réélus au premier tour, qui ont été incapables de qualifier le Hamas de terroriste et qui importent le conflit israélo-palestinien sur notre territoire en faisant une cause nationale de la Palestine, comme Rima Hassan qui porte son kéfier aller à l'antenne face à Jean-Luc Mélenchon. Mais dans quelle France vivons-nous? Alors on a 3 ans. La seule priorité qu'on doit avoir là, c'est de tout faire pour remettre de l'ordre dans ce pays, de la sécurité, de la lutte contre l'immigration et de l'ordre dans nos comptes. Plus de dépenses supplémentaires. Tout doit être fait pour ramener à l'ordre nos comptes. De l'ordre dans la rue, de l'ordre dans nos comptes. C'est ça que les Français attendent. Bien, alors on verra s'il en sortira. Et moi je vous dis que je me mettrai là où je pourrai aider mon pays. Donc vous n'excluez pas la possibilité de travailler dans un gouvernement Rassemblement national et élargi. La seule chose que j'exclus, c'est tous ceux qui viendront des propos antisémites, des propos anti-républicains et des propos ou des valeurs qui ne seront pas les miennes. Donc, moi, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit, je ne sais pas ce qui sortira. Donc, vous ne l'excluez pas, Nadine Morano? Parce que j'ai entendu François-Xavier Bellamy dire « Je ne travaillerai pas avec le Rassemblement national ». Non, mais moi, je veux... Écoutez-moi bien, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Je vais vous dire, le seul pôle de stabilité, et ce que je vous dis là, je l'ai dit au président de la République, vous pouvez lui téléphoner, lui demander, le 1er juillet 2017, il y avait la cérémonie pour Helmut Kohl au Parlement européen. Je lui avais dit, vous venez d'être élu jeune président face à Marine Le Pen. Votre devoir, c'est de réparer la France, de faire un grand contrat de gouvernement sur 5 grandes réformes majeures et de travailler avec nous. La seule chose que vous avez fait pour l'instant, c'est de faire du débauchage personnel. Donc, et de faire venir Monsieur le maire, qui a fait le contraire de ce qu'il a prôné pendant 18 mois, parce qu'il voulait la baisse de la CSG. Il a fait la hausse de la CSG. Il a pris Monsieur Darmanin. Moi, je dis que la seule possibilité, c'est d'avoir un groupe LR, le plus important qui soit à l'Assemblée nationale. Mais vous ne serez pas majoritaire, vous savez bien. Oui, mais je peux vous dire, le pôle de stabilité que nous pouvons avoir fait que nous pouvons nous retrouver dans une situation où nous pouvons peser. Et l'intérêt avant participer plutôt à une coalition, ou je ne sais pas moi. Monsieur Bourdin, mais moi je lis pas dans le marc du café. Oui, moi non plus. Je fais pas de projection sur l'avenir. Moi non plus. Ce que je veux, c'est d'abord dire avant ce 2e tour, allez voter, parce que ça ne vous aura pas échappé que quelque parti que ce soit, d'ailleurs, que ce soit chez Macron, que ce soit au Rassemblement national, ils viennent chercher les personnalités d'expérience chez nous. C'est quand même dingue qu'il faille se dépecer nous-mêmes des personnalités qui avons de l'expérience sur le terrain, qui avons été députés... Vous avez hésité à rejoindre Éric Ciotti?
Non, parce que je vous dis, moi, il y a une question, même si je me sens très à droite, comme vous le savez, et que j'ai toujours défendu, moi je viens du RPR, j'ai toujours défendu une politique forte sur le régalien, je suis une gaulliste sociale, et en même temps, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est comment Éric Ciotti a pu prendre en otage notre parti politique, tout seul. Quand vous êtes un démocrate, vous êtes un démocrate aussi au sein de votre parti politique. Il avait 3 hypothèses à poser sur la table. Une hypothèse où on partait seul et on gardait notre autonomie. Une hypothèse où il faisait un accord avec le Rassemblement national, pas avec une page blanche, mais en disant voilà ce qu'on peut faire. Ou une autre hypothèse qui était celle de faire un accord avec Renaissance en disant voilà ce qu'on met sur l'accord et on débat et on fait voter nos militants. Je veux dire, c'est d'abord Nadine Morano, j'ai une dernière question, Nadine Morano. Est-ce que au Rassemblement national, ce qui vous inquiète, ce sont les liens avec la Russie ? Je vous pose franchement la question parce que c'est l'une, me semble-t-il, on parle très peu d'étrangers, de politique étrangère dans cette campagne, ce que je regrette profondément, franchement. Non, moi c'est pas ça qui m'inquiète, franchement, pas du tout. Moi je trouve d'ailleurs même scandaleux, je vais vous dire, cette position qui est entre l'Ukraine et la Russie. Moi j'ai été dans un gouvernement, j'ai été membre du gouvernement aux côtés de Nicolas Sarkozy quand il y a eu la crise entre la Russie et la Géorgie. Je me rappelle très bien quand il est parti en avion et qu'il est allé négocier avec Medvedev, qu'on a réussi à résoudre cette crise entre la Géorgie et la Russie, mais c'était le temps, vous savez, de ce vieux monde, puisque M. Macron nous a vendu le nouveau monde, de ce vieux monde où la France avait du poids, de l'autorité et où elle était entendue. La seule position qu'a M. Macron, c'est l'Ukraine, aider l'Ukraine. Il n'y a pas une fois où je l'entends parler de solutions diplomatiques. Et donc, moi, à un moment, je trouve aussi que sa posture est une erreur. Parce qu'il n'y a pas une fois où on recherche la solution de sortie entre la crise, enfin la guerre d'ailleurs, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et la voie de la France devrait être une voie qui va vers une solution diplomatique. Il ne peut pas comme ça continuer à nous laisser nous enliser dans cette situation. Bien, merci beaucoup Nadine Morano, merci. Merci beaucoup. Il est 9h30, vous êtes sur Sud Radio, chacun s'exprime. Vous l'avez compris, nous avons 2 auditeurs et ensuite 2 invités qui seront là pour parler de ce qui va se passer dimanche. À tout de suite sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h34. Nous avons 2 invités avec nous. Lisa Kamen-Hirsig, qui est professeure des écoles, auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis François Coq, analyste politique, essayiste et enseignant. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là tous les deux. Nous allons prendre 2 auditeurs qui votent différemment. Vous allez comprendre tout de suite et en les écoutant. Cédric est à Béziers. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Comment ça va mon cher Cédric ce matin? Ça va très bien. Bon, alors, avec vous Cédric, nous avons Othman qui est à Ganges, dans l'Hérault. Bonjour Othman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pour la première fois nouvel auditeur de Sud Radio, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Je vous écoute souvent et c'est la première fois que je fais auditeur. Oui. Bon. Othman, Cédric, je commence avec vous. Vous voterez Rassemblement national dimanche. Vous le dites clairement. Pourquoi? C'est à moi que vous posez la question. Oui, Cédric. Je vous pose la question. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, déçu de tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, c'est beaucoup des paroles, beaucoup de mensonges, beaucoup de vraies fausses promesses qui sont faites lors des élections présidentielles et même là, lors des élections législatives. Le Rassemblement national propose des choses qui sont concrètes, même si ils ont été taclés la plupart du temps par la plupart des médias et des journalistes
journalistes dont les questions ont été souvent posées hors contexte, alors qu'on souhaitait qu'il y ait des projets qui soient bien avancés, bien lancés, qu'ils soient bien explicites. On a parlé des brebis galeuses, on a parlé de ceci, on a parlé de cela. La plupart on a parlé de la réalité, Cédric. Oui, on parle de la réalité, mais en fait, nous, ce qu'on veut, on s'en fout que Monsieur Untel a dit des choses en 1963 ou que non, on s'en moque Madame pas. Untel a posé... les propos antisémites, on ne s'en moque pas, Cédric. Qu'ils aient été prononcés il y a un an, il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Non, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, en fait, il y a des projets qui sont... Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Ben alors, pourquoi nous reprochez-vous de parler des brebis galeuses ? J'en parlerai de la même façon, et j'en ai parlé de la même façon avec un candidat fiché S à Avignon, quel que soit le bord politique, mon cher Cédric. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Mais tout à l'heure, vous étiez en train de dire à Nadine Morano que vous regrettiez qu'en fait, on n'ait pas parlé de l'étranger. Ben oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde a parlé de ce qui se passe, et LFI, et Nouveau Front Populaire, et Macron qui fait ci, et ceux qui font là. À lui, il a dit ci, à lui, il m'a regardé de travers, et l'autre a fait ça. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où, en fait, on n'a pas pu dire réellement ce qu'il en était. Donc moi, je voterai Rassemblement National. Je le dis, et je crois que je l'ai vu il y a quelques mois en arrière. C'est normal. Et je suis fier de ça. Pourquoi ? Parce que je sais qu'ils vont tenter de redresser le pays, même s'il est dans un chaos complet, et il n'y a personne, que ce soit ni LFI, et que ce soit Monsieur Macron, qui nous a mis dans une catastrophe internationale, ne pourra faire quoi que ce soit. Donc maintenant, il n'y a jamais eu de Rassemblement National qui est passé. Il est vrai que maintenant, on ne peut pas se moquer des 11 millions de... Mais personne ne se moque des 11 millions de votants du Rassemblement National. Bien sûr, Monsieur Mbappé, certains acteurs qui vivent même pas en France, je trouve ça aberrant. Je trouve ça, mais d'un dégueulasse pas possible. Je trouve que maintenant, on doit prendre en compte nos votes. Othman, c'est à vous. Alors vous avez voté NFP au premier tour. Et le second tour à Ganges oppose un Rassemblement National et un candidat NFP. Vous voterez NFP, j'imagine. Enfin, Oui, je voterai NFP, oui, bien sûr, oui. Oui. Que répondez-vous à Cédric ? Je réponds que quand Cédric dit que Macron a mis la France dans le chaos, ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il nous a mis un peu dans la galère avec tous ces contrats qu'il a fait à l'étranger, alors qu'on a tout ce qu'il nous faut en France. Mais quand Cédric dit que le RN va faire remonter la France, je ne pense pas. Il dit qu'il va régner l'ordre, ça je ne pense pas non plus, parce que depuis que là le RN est passé au premier tour, il y a beaucoup d'agressions un peu racistes envers spécialement des musulmans ou des maghrébins ou des africains. Que craignez-vous d'un gouvernement RN ? Que ça donne un peu un faux pouvoir aux personnes qui ont voté le RN, en se disant on a les droits, on est français, du coup ils vont plus se lâcher à faire des agressions un peu racistes comme qui se passe en ce moment de partout en France, en disant que les musulmans ou l'islam est l'ennemi de la France, alors que c'est pas du tout vrai. En disant que les musulmans sont antisémites, alors que c'est pas du tout vrai. En Palestine, les musulmans et les chrétiens et les personnes de confession juive vivent très très bien ensemble. Donc c'est partout pareil dans le monde, quand vous allez au Maroc, vous allez dans des pays maghrébins, et les personnes de confession juive vivent très très bien avec les musulmans, et on s'est toujours entendu ensemble. Il n'y a jamais eu de guerre ou comme ici dans les médias. Moi, je pense que si le RN passe, il va y avoir un peu de grabuge dans les rues. Cela dit, la violence ces derniers jours, c'est aussi l'extrême gauche. Hein. C'est avant tout l'extrême gauche. Le ministre de l'Intérieur le disait ce matin. Oui, je comprends très bien que il peut y avoir de la violence. Mais disons les choses clairement. Pourquoi ne pas les dire ? Bien, Othman, donc vous allez voter Nouveau Front Populaire, Cédric va voter RN. Je me tourne vers mes deux invités. La France est vraiment divisée. Oui, avec une alternative qui n'est pas très réjouissante à mes yeux, mais parce que dans les deux cas, c'est de l'étatisme. Ce sont de vieilles recettes qui n'ont jamais fonctionné. Ça fait 40 ans qu'on les applique et que visiblement ça ne fonctionne pas, donc on continue de proposer des recettes qui n'ont pas fonctionné. L'État, le jacobinisme, la centralisation, la dépense publique, l'argent gratuit. Il me semble que les Français n'ont plus grand-chose à donner. Après, quand on est imposé comme on l'est imposé, on a 3 000 milliards de dettes quand même, plus 3 159 milliards, je crois, aux dernières nouvelles. Et on continue de nous promettre qu'on va baisser les impôts, qu'on va
donner la retraite plus jeune, qu'on va, je sais pas, dépenser de l'argent pour l'école. Du côté du nouveau Front populaire, on garantit tout gratuit. Voilà, on rase gratis de tous les côtés, alors qu'on a 3159 milliards de dettes et que ces vieilles recettes, visiblement, ne fonctionnent pas. François Coq. Vous nous dites la France est divisée. Mais enfin, la France est divisée parce que la scène politique est d'abord divisée. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une conflictualisation radicalisée aujourd'hui. Et c'est l'espace politique qui radicalise la société et pas l'inverse. Et l'espace médiatique aussi. Et l'espace médiatique. Et on l'a encore plus vu ces dernières semaines avec la manière dont se déroule cette campagne. Je suis désolé, mais nous avons eu une campagne qui a porté exclusivement sur un double barrage. Vous avez bien vu chaque camp qui proposait un double barrage contre les deux autres. Le nouveau Front populaire qui disait il faut faire barrage à M. Macron et au Rassemblement national. Le Rassemblement national qui disait il faut faire barrage au nouveau Front populaire et à M. Macron. Et M. Macron qui disait il faut faire barrage aux deux extrêmes. Ça veut dire qu'on enferme les Français dans un couloir et on les assigne à résidence. Et donc, à partir de là, ils sont tenus d'une certaine matière de s'ériger en contre-pouvoir par rapport aux citoyens qui ne voteraient pas comme eux. On ne crée pas du commun avec la manière dont on fait de la politique aujourd'hui et on importe la conflictualité politique dans le champ de la société. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis d'accord. J'ai écouté le débat hier sur France 2, enfin qui n'était pas un débat puisque les personnalités interrogées se sont succédées. On n'arrive plus à faire un débat. Oui, alors je crois qu'il y en a personnalités sont obligées maintenant de se succéder. Un des invités a refusé le débat, visiblement. Oui. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui a été dit hier soir. Oui. Et parmi les gens qui étaient invités, il y avait David Lisnard qui disait le barrage, il ne faut pas oublier que les barrages font monter le niveau. Et je pense qu'il ne parlait pas du niveau scolaire. Et ce qu'il voulait dire, c'est que ça fait monter la pression, en réalité. Et qu'effectivement, les gens se trouvent repoussés dans un camp ou dans l'autre. Si vous ne prenez pas parti, vous êtes considéré comme un collabo, en fait. Soit un collabo de l'un ou de l'autre. Et ça oblige les gens. Enfin, moi, je suis d'une sensibilité assez modérée, mais on me reproche de ne pas faire barrage. C'est terrible, parce que moi, je suis pas non plus pour qu'il y ait la guerre civile. Et finalement, on est repoussé dans un camp ou dans l'autre. Et voilà. Et cette histoire de faire barrage fait monter la pression. Ça me fait plaisir, parce que finalement, vous êtes les porte-parole, là, à cette occasion, ce matin, d'une immense majorité de Français qui en ont assez d'entendre les extrêmes parler et diviser, parce que dans les discours, dans les discours politiques, vous avez raison, François Coq, il y a beaucoup de divisions. Beaucoup. Il y a beaucoup de divisions et le double barrage qu'on évoque là, j'entendais monsieur Lisnard, effectivement. Des barrages. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on crée de l'eau stagnante. Et de l'eau stagnante, c'est-à-dire qu'on est en train de tarir la source démocratique. Les Français ne savent plus à quel sein se vouer aujourd'hui. Pour qui ils vont voter au second tour, là, maintenant. Et donc, ils ne savent pas pour qui ils vont voter au deuxième tour et ils n'ont plus cette sève pour s'impliquer dans la vie démocratique du pays. Et le problème est bien aujourd'hui un problème d'offre politique. À partir du moment où chaque parti fait une stratégie et applique une stratégie du couloir. Il ne vous a pas échappé que nous sommes rentrés de plein pied depuis 2022 dans l'ère de la démocratie minoritaire en France, comme nous y sommes déjà en Europe depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. Eh bien, tous les responsables politiques pensent aujourd'hui qu'il y a un raccourci vers le pouvoir, qu'il suffirait d'avoir un socle électoral, entendez bien, un socle électoral, et non pas construire une majorité populaire pour accéder au pouvoir. Personne n'a de majorité dans ce pays, que les choses soient claires. Mais pourquoi est-ce que la France ne sait pas ce qu'est le compromis politique? Pourquoi est-ce que ce pays ne sait pas cela? Parce que on n'a jamais été habitué à cela. Peut-être, je ne sais pas. Moi, c'est une question que je me pose très régulièrement. Il se trouve que j'ai 2 nationalités. Je suis franco-suisse. Donc je fais partie des gens qui n'auront pas de poste stratégique. Oui, ça c'est sûr. Oui. Si le Rassemblement national, vous êtes... Peu importe, je ne briguais pas non plus le ministère de la Défense, donc tout va bien. Mais dans mon autre pays... En Suisse, on a cette culture du compromis, mais c'est associé à quelque chose de très profond dans l'histoire du pays, qui est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que les gens considèrent que l'État ne doit s'occuper que des choses qu'il lui délègue. Et quand on parle, par exemple, de la répartition des finances publiques, la Confédération suisse, finalement, ne recueille qu'une petite partie des impôts et ne s'occupe que d'une petite partie des domaines. Même la police est cantonale. L'armée est fédérale, mais la police est cantonale, la justice est cantonale, l'éducation est cantonale. Ce qui fait que le pouvoir est très proche des gens. On dit, les politiciens sont à portée de claque. Et ben voilà, ça me fait plaisir de vous entendre. En France, on n'a pas cette culture-là. Je suis un adepte de la décentralisation, évidemment. Et de la subsidiarité, parce que la décentralisation, quand j'entends décentralisation à la française, je vois des rois qui octroient
du pouvoir au peuple, voilà, avec une espèce de morgue. C'est très intéressant la subsidiarité, non ? Le problème de la subsidiarité aujourd'hui, c'est que les seules subsidiarités qu'on connaît aujourd'hui, ce sont les subsidiarités à l'échelle de l'Union européenne, qui sont des subsidiarités non pas descendantes, mais de subsidiarités montantes. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une délégation à l'entité qui est en dessous si elle peut exercer la compétence, mais c'est une délégation à l'entité qui est censée être au-dessus, c'est-à-dire l'Union européenne. On est en train de déléguer nos compétences à l'Union européenne. Donc, le principe de subsidiarité, moi je veux bien qu'on l'applique, mais à condition qu'il puisse s'appliquer dans le sens en tout cas dans le sens de l'échelon le plus adapté pour gérer la compétence. Bien, il est quelle heure ? Il est 9h46, c'est l'heure, petite pub, et on se retrouve, c'est très intéressant. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h-10. Allez, nous terminons. Pourquoi dans ce pays, je parlais de compromis tout à l'heure, mais dans la vie de tous les jours, nous sommes sans cesse en train de faire des compromis. Pourquoi est-ce qu'en politique, on n'arrive pas à faire des compromis ? Vous me preniez l'exemple suisse, c'est très très intéressant. C'est pour ça que souvent on se moque des Suisses en disant qu'ils sont lents. Oui. Oui. Parce qu'ils sont sans doute lents, parce que pour arriver à une proposition de loi, il y a une discussion qui peut prendre des mois, des années. Et quand la proposition de loi arrive, elle est bien ficelée parce que tout le monde a mis son grain de sel, on a beaucoup discuté. Et c'est vrai que c'est sans doute moins, c'est ce qu'on se disait tout de suite là, c'est sans doute moins spectaculaire. La vie politique suisse n'est pas spectaculaire, il n'y a pas d'homme providentiel. Voilà, le président de la Confédération, par exemple, n'est pas quelqu'un de connu, il prend le tramway comme tout le monde. Il y a plein de Suisses qui connaissent même pas son nom. Il n'y a pas cette présidentialisation, cette incarnation à la française. Vous avez dit le mot, présidentialisation. François Coq. Oui, écoutez, moi ce que le compromis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on a abandonné parce le que principe. Qu'est-ce qui va se passer lundi ? Et justement, s'il n'y a pas de majorité. J'y viens. On a abandonné le principe. Sans majorité, il n'y a pas de pouvoir. Mais il y en a une majorité, et je vais vous dire laquelle. On a abandonné aujourd'hui le principe du fait majoritaire qui régit la vie politique depuis Spinoza. Et les coalitions qui vont se mettre en place à partir de lundi, la coalition ou les coalitions, parce qu'on n'est pas au bout du chemin, hein, vous allez voir. Hein, nous n'en sommes qu'à une étape supplémentaire dans l'affaissement démocratique. La coalition qui va se mettre en place lundi sera nécessairement une coalition gouvernementale minoritaire, et la seule coalition majoritaire qui va exister dans le pays, c'est la coalition de censure. C'est ça qui va sortir c'est ça qui va sortir des urnes. Autrement dit, on renverse le rapport de force. Oui. Voilà. Et donc, on va se trouver dans ce moment où on va rester au milieu du gué, de l'ère de la démocratie minoritaire, où rien ne va pouvoir se dégager, parce qu'il n'y a pas de principe agrégatif. Alors attention, moi je me méfie de l'agrégation qui peut se faire sous la forme de coalition. Les coalitions, elles ont connu plusieurs temps. Dans les années 2010, ça a été le moment des grandes coalitions. Vous savez, sur le moment de la grande coalition allemande, ce qu'on appelait la GroKo, entre la gauche et la droite, les sociodémocrates et les démocrates chrétiens, qui s'unissaient parce qu'ils étaient convergents notamment sur les questions de l'Union européenne, et qui, du fait de leur affaiblissement, se mettaient ensemble pour diriger le pays. Mais les grandes coalitions, qui étaient le modèle dominant en 2014 dans l'Union européenne, à un moment donné, ça ne suffisait plus à convaincre les gens. Ça a bien marché pour l'Allemagne dans les années entre 2010 et 2020, hein, pardon. Entre 2010 et jusqu'à 2018, et à partir de là, on rentre en Allemagne aussi, comme dans la moitié des pays de l'Union européenne, dans l'ère de la démocratie minoritaire. Et en Allemagne, aujourd'hui, nous n'avons plus une grande coalition entre la gauche et la droite. Nous avons trois partis entre des libéraux, je dirais chimiquement purs d'un point de vue économique, et la gauche, le SPD et les Verts. Donc c'est un autre format, c'est quelque chose qui est désarticulé d'un point de vue idéologique, qui ne fonctionne pas et qui n'est qu'une étape d'attente pour remonter, pour attendre le moment où à un moment donné, les citoyens vont pouvoir avoir un projet qui leur permette de refonder une dimension majoritaire. Oui, vous parlez de désarticulation idéologique. En France, c'est la même chose. Ce ne sont que des opportunismes qu'on nous propose. Finalement, si vous regardez le programme du RN et le programme du Nouveau Front Populaire, il y a plein de points communs. Il n'y a pas d'idéologie là derrière. Il n'y a pas de conviction morale. Il y a des points communs entre ces deux programmes. Mais c'est de l'étatisme achevé dans les deux cas. Oui. Centralisation, dépenses publiques, clientélisme dans les deux cas. Et il n'y a pas d'articulation morale là-dedans. Quand je dis idéologie, moi j'entends plus, ça manque, si vous voulez, pour moi, d'un squelette moral, de conviction. Tous ces gens-là, finalement, s'adaptent. On le voit, M. Bardella promet la retraite à 60 ans un jour, 2 jours plus tard, elle est à 66, le surlendemain, elle est à 62. Si on prend la gauche, un
un jour on rase gratis à l'école, le lendemain on rase gratis pour les retraites, etc. On s'adapte, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et qu'est-ce qu'il y a comme ossature morale là derrière? On parle jamais, on met l'égalité devant tout le reste, on parle très peu de liberté, on parle très peu des entreprises. Très peu. Des entreprises qui font la prospérité du pays. On ne parle pas des PME, on vomit sur les grands patrons, les grandes entreprises, mais on ne prend pas le temps de parler des petites entreprises et moyennes entreprises qui font la richesse de ce pays. On ne parle pas des créateurs, des gens qui créent de la valeur ajoutée dans ce pays. On ne parle pas d'école. Je n'ai entendu personne présenter un programme sérieux sur l'école. On nous dit, on va donner des trousses gratos à la rentrée. Super, qu'est-ce que ça va changer? On va mettre l'uniforme à tout le monde. Formidable, qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer. On est en plein, on singe les pays dans lesquels on pense que l'école fonctionne. Mais il n'y a pas de programme là derrière. Donc ça manque de morale, ça manque de conviction. Et les Français sont pas dupes. Je pense qu'ils ont bien compris à qui ils avaient affaire. Il y a eu une captation des thèmes du débat politique par les leaders politiques et leurs partis qui font que les Français ne peuvent plus avoir voix au chapitre sur ce qui est réellement important pour eux. Il ne vous a pas échappé que ces 3 semaines de campagne législative, déjà 3 semaines, ont été exclusivement sur l'idée du triple double barrage que j'ai évoqué tout à l'heure. Il ne vous a pas échappé que la campagne des élections européennes juste avant avait pour thématique unique du côté de M. Macron la question ukrainienne, du côté du nouveau Front populaire la question de Gaza et d'Israël, et du côté du Rassemblement national de faire une espèce de référendum anti-Macron. À l'élection présidentielle de 2022, enfin, Monsieur Bourdin, vous êtes le mieux placé pour savoir qu'il n'y a pas eu de campagne, que la campagne a été retardée au maximum et que les Français en ont été spoliés une fois encore. Donc, depuis quand n'avons-nous pas eu dans notre pays un grand moment de débat démocratique? Parce que nous ne savons pas prendre le temps. Hein? Oui. Alors là, donner du temps au temps, c'était. Et puis, on a drogué les Français à l'argent public et aujourd'hui, ils attendent beaucoup trop de l'État et je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Les caisses sont vides et qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour faire avancer le pays que d'aller piocher dans les poches des Français. Aucune promesse ne peut être tenue. Ah non, c'est sûr. Aujourd'hui, aucune promesse. J'entends des promesses ici ou là, aucune promesse ne peut être tenue. Dire, notre dette est détenue en grande partie par des étrangers. C'est même pas un problème de promesse qui ne peut pas être tenu. On parle de souveraineté là. Oui. Je veux dire, demain, aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés en partie sont payés par des Chinois. Bon, voilà. Demain, ils peuvent décider de ne plus payer nos fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on fait si les policiers français ne sont plus payés? Bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir. C'était très intéressant parce que ça nous permet de nous éloigner un petit peu des discours purement politiciens qu'on entend ici ou là. Valérie Expert et Gilles Gansman seront là, sur l'antenne de Sud Radio, juste après les infos avec Brigitte Lahaye. Merci. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.